Actu 7. Actu 7, tous les samedis de 8h à 9h, le condensé de l'actualité sur la 90.9. Invités, analyse, commentaires, décryptage. Actu 7, le moment fort des événements marquant les 7 derniers jours de la semaine. Actu 7, l'invité. Bonero Lawson, directeur de publication du journal La Nouvelle, invité de Actu 7 pour ce numéro. Monsieur Bonero Lawson, rebonjour. Bonjour, chers confrères. Voilà, c'est la première fois que vous êtes dans Actu 7, votre première impression. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et je suis très surpris de voir le cadre dans lequel vous travaillez. On dirait en Europe. Vous avez tout, c'est très bien. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un studio pareil. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. On y va pour le débat. La question de l'incarcération de 3 élèves à Dapan a été sur les lèvres cette semaine. Vendredi, ils ont été finalement libérés. De quoi accusait-on ces élèves? Et vous savez qu'au Togo, pour un 8 points non, on peut t'accuser d'envoyer en prison. Je suis vraiment très étonné que depuis que ces enfants ont été incarcérés injustement parce qu'ils ont réclamé leurs droits, le chef de l'État n'a pas pu saisir l'occasion le même jour pour la libérer. Il a dû attendre la pression venant d'un peu partout avant de céder. Mais c'est un peu dommage qu'on est arrivé là parce que à chaque fois, ils font semblant pour voir la réaction du peuple avant de réagir. Mais ce genre de situation risque de nous conduire au chaos. Voilà, pensez-vous que les élèves méritent de se faire emprisonner dans une telle affaire? Non, pas du tout, parce que je ne vois pas pourquoi ils vont emprisonner. On remercie Dieu que pour cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort. On se rappelle très bien, en 2013, à Mango, si j'ai la bonne mémoire de Touti, à cercle de Sinandari, ils ont perdu la vie parce qu'ils ont réclamé un droit à l'éducation et à l'enseignement. Mais je préfère cette fois-ci que ces gens, les 3 jeunes, ont été juste emprisonnés que de les tuer. Sincèrement, ils n'ont pas besoin d'être envoyés à la prison, mais on est au Togo. Tout est possible. Voilà, je ne prends pas la défense des autorités togolaises, mais pour des actes, selon les autorités du vandalisme, peut-être que ça doit servir de leçon pour d'éventuels cas. Ce n'est pas la meilleure solution. Moi, je ne veux pas du tout cautionner l'action du gouvernement, de nos dirigeants, parce qu'ils savent fabriquer des preuves. Je prends la connaissance de cause. Ils savent comment monter tout pour t'envoyer en prison. Donc, je ne veux pas les excuser, pas du tout. Si c'est leurs enfants, ils vont les envoyer en prison. Je suis vraiment désolé. On peut trouver autre solution. Si c'est possible, s'ils ont réellement fait ce qu'ils ont dit, et avec preuve à l'appui, on peut juste les interpeller et puis les conseiller et les libérer. Mais à force d'envoyer les 3 jeunes, même si c'est 1 journée, 2 jours en prison, ils ont déjà pris goût. Ils disent non mais écoute, tout compte fait, je peux faire tout ce que je veux, c'est la prison, c'est rien. Voilà, les enseignants à la base estiment que suite aux décisions de leur premier responsable de surseoir à la grève, leur avis n'était pas vraiment pris en compte. Avez-vous tellement aussi l'impression? Et franchement, mon point de vue, ce que le gouvernement a pris comme décision pour les primes, tout ça, c'est dérisoire. Au Togo, il y a énormément d'argent. On peut satisfaire les enseignants parce que c'est ces enseignants qui ont enseigné, même le chef de l'État, il est passé par les bancs. Mais le métier des enseignants au Togo, c'est un métier ingrat. C'est un métier qu'on ne considère pas, qu'on méprise. Or, c'est l'enseignant qui fait tout, qui donne la base pour être... Même moi qui parle aujourd'hui ici, je peux vous le dire, mon professeur, je ne vais pas dire mon professeur, mon maître du CM2 Bamaison, qui m'a formé en 1979, avant d'avoir le CPD, je le vois aujourd'hui, c'est malheureux. Quand je le vois, je le donne 100 francs. Il me dit remercie. C'est dommage. Voilà, autre sujet. Ashkoun entame le processus de réparation. Votre avis? Je ne suis pas du tout d'accord pour ça parce que nous, on veut une justice. Les gens qui ont posé des actes ignobles, qui ont tué
qui ont assassiné, narguent encore la population et on veut juste donner des miettes de l'argent. L'argent ne peut pas réparer la douleur. Vaut mieux prendre des décisions, même si c'est sanctionner les gens symboliquement, c'est important. On ne veut pas sanctionner, on veut juste donner de l'argent. C'est pas ça. L'argent ne peut pas effacer la douleur. L'argent peut contribuer juste à... Bon, tu prends l'argent, on a tué ton enfant, on a tué tes parents, on te donne 1 million. Mais tes parents ne le reviendront jamais. Mais si on punit la personne qui l'a fait, ça peut réparer. Ça veut dire que le HCOU ne sera pas à la hauteur de sa tâche? Pas du tout. Ils ne seront pas du tout à la hauteur de la tâche parce que ça, c'est une façon de tromper le peuple. 2 milliards mis à disposition pour, soi-disant, indemniser les victimes de 1958 à 2005 et après 2005, les gens qu'on a tués. On fera quoi alors? Puisque moi, je ne suis pas du tout d'accord. 2 milliards, c'est rien du tout, puisque un seul ministre dans ce pays vole 26 milliards. On donne 2 milliards pour un peuple. C'est triste. Et voilà, selon vous, il faut punir les gens. Qui est fautif? Qui sont les auteurs dans ce cas? Les auteurs, d'abord, c'est des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, côté de l'opposition, mais la plus grande partie, c'est du côté du régime au pouvoir. Ils ont causé pas mal. Ils ont tué des gens inimaginables. De 58 à 2005 et de 1967 à 2005, il y a eu 10 000 morts. Ça peut-être, ce sont des chiffres propres à vous. Ah oui, non, monsieur, il y a un bouquin. J'ai le bouquin dessus qui est sorti avec les gens, les noms qu'on a assassinés. Simplement en 2005, il y a plus de 1500 morts. Donc, je ne vois pas pourquoi on sort des armes, on tue et puis on vient vous donner de l'argent. C'est triste. Il faut punir les gens. On les connaît, on a leur nom. Voilà. Le groupe des 6 met en contribution les églises toujours dans le processus pour l'obtention des réformes. A priori, on peut dire que c'est curieux. Comment appréciez-vous cette méthode? Et les groupes de 6, franchement, bon, ils sont tous mes amis, mais leur façon de faire, je ne sais pas sur quelle base, sur quoi ils comptent pour réagir comme ça, mais c'est bien, les démarches. Si ça peut aboutir à quelque chose, tant mieux, mais connaissant ce régime, ils peuvent tout faire, le régime est têtu. Ça veut dire que selon vous, nous n'allons jamais obtenir les réformes? Non, on n'aura jamais gain de cause pour les réformes. Ça, je veux le dire aujourd'hui, en toute conscience. Puisque j'ai été très content tout à l'heure d'entendre la voix de mon petit frère et confrère Amo, Sylvain, qui m'a reçu dans son émission une fois à Genève, en Suisse. C'était en 2013, et je lui ai dit qu'on ne fera pas les réformes au Togo. Je sais pourquoi je dis ça. Mais le gouvernement n'a pas dit qu'il ne fera pas les réformes. Oui, ils ne le feront pas. Parce que faire les réformes, en 5 minutes à l'Assemblée sur l'ensemble, ils signent des documents, et puis c'est bon. Si depuis des années ça traîne, ils n'ont pas la volonté de le faire. Ça, je vous le garantis. Ils craignent quoi en réalité pour... Non, mais pour eux, quand on va faire les réformes, ça serait la fin du régime. Mais avec ou sans les réformes, ça serait la fin du régime. Justement, il y a certains qui demandent la démission, comme le Parti des travailleurs, et puis Rabia qui demande à ce que Faure Gnassingbé démissionne. Pourquoi Faure devait démissionner? Et Faure démissionner, c'est pas tellement le mot qu'il faut, parce que il est la défaite, il faut l'accepter. Maintenant, c'est de l'accompagner à la sortie. C'est très simple, parce que quand plus on fait pression, démission, le mot démission n'existe pas dans le dictionnaire du régime RPT uni. On ne démissionne pas chez eux. Donc automatiquement, vaut mieux faire les choses comme il se doit, l'accompagner, le faire sortir par la grande porte. La grande porte, vraiment, c'est peut-être par la baguette magique, puisque jusqu'alors l'opposition n'a pas cette stratégie. Tout à fait, mais la grande porte, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui souffre. C'est la base. Et il n'y a qu'une minorité qui est content, qui vit bien au Togo, mais la masse, c'est le peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Parlant du peuple, l'autre fois, le peuple était dans les rues, on s'en est sorti avec un mort et puis le deuxième jour, on n'a vu personne. Oui, c'est stratégique. Le Togolais a peur de deux choses. La pluie et les gaz lacrymogènes. La pluie, quand il va commencer à pleuvoir, il va falloir voir les gens courir dans la rue. Et quand il y a une manifestation, on tire 1, 2 gaz, c'est fini. J'ai fait des reportages dans des pays, j'étais en Égypte,
j'ai vu la Tunisie, j'ai quitté la France pour aller faire la couverture, j'ai été en Libye, j'ai vu la détermination du peuple. Plus on tue, plus les gens avancent. Mais au Togo, on dit, Dieu va faire quand Dieu ne fera pas ça si nous ne se débrouillons pas. À la HAC a convié les patrons de presse mardi à un séminaire sur la dépénalisation des délits de presse de Togo. Vous étiez là mardi, mais pourquoi une telle rencontre? L'opportunité. Et je pense que les démarches de la HAC en ce moment est salutaire. Parce que son président Peter Tchala, qui est grand frère, grand ami à moi, on a échangé longuement sur ça. Et il m'avait fait comprendre dans son bureau, pour lui, envoyer des journalistes en prison, c'est pas bon, il fera tout possible pour faire le test, déposer à l'Assemblée nationale pour que les journalistes soient protégés, quel qu'en soit ce que tu peux écrire, mais écrire dans la vérité. Et j'ai fois arrêté et j'ai pas baissé ma façon de travailler, j'ai dû garder la ligne de mon journal parce que je sais ce que j'écris, je sais l'équipe qui est formée pour travailler, on n'a pas peur parce qu'on sort des dossiers. Parce qu'il ne faut pas copier les trucs sur Internet et le publier. Parce que sur Internet, sur WhatsApp, tout ça, c'est pas vérifié. Faire les recherches, les recoupements, et quand tu as des preuves, tu sors, on ne peut pas t'envoyer en prison. Voilà, justement, la HAC estime que ceci annonce une réétude des thèses qui résistent à la corporation. Peut-être des surprises à venir. Bon, des surprises à venir pour les gens qui ne sont pas bien formés dans la corporation. Moi, ça ne m'intimide pas. Au niveau de notre journal, ça ne nous intimide pas du tout. Au contraire, ça nous renforce. Ça va nous permettre de sortir encore plus des dossiers. Puisque si tu sais que ce que tu veux écrire n'est pas bon, ne l'écris pas. Parce qu'il ne faut pas, quand tu donnes un dossier, tu ne vas pas vérifier et tu publies, ça peut t'entraîner dans le malheur. Faire tes propres recoupements. Parce que nous, à notre niveau, on n'a pas du tout peur, on s'en fout de l'article 497, puisque l'article existe, mais nous, on sort des dossiers pas possibles, et on demande où on trouve les dossiers, pour ne pas leur nier. Parce que le journal ne doit pas donner sa source. Tout à fait. Voilà. Et pensez-vous que Peter Tchala a une mission particulière à la tête de la HAC? Et quand Peter Tchala a été nommé par le chef de l'État à la HAC, beaucoup de gens criaient. On criait, on dit non, on va faire venir encore un vieux, le baron de RPT, on les a passés. Je dis en toute honnêteté, 3 semaines après le président de serment, la Cour suprême, je l'ai rencontré, il m'a reçu dans son bureau, il m'a même appelé, on a échangé. J'ai vu un homme, une sincérité. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2013, en 2013, mon journal La Nouvelle a été purement et simplement interdit de parution sous prétexte qu'on a un faux récépissé. C'est du mensonge. J'ai continué à travailler pour m'embête, mais quand j'ai écrit à Peter Tchala, il a vu le dossier, il m'a fait la seconde il me dit on a menti sur toi. On a menti sur toi, tu vas retravailler. Et il a fait le plénier, j'ai assisté au plénier. Et il a dit aux 3 anciens membres du bureau que vous l'avez triché, vous l'avez fait du mal. La meilleure solution, on met pas la terre et tu reprends ton boulot tranquillement. Là, il m'a donné l'assurance. S'il n'était pas. Si peut-être il était peut-être là d'avant, il ne va pas me permettre de continuer. Puisque, vu la ligne, il traite mon journal, la ligne, il peut y avoir des problèmes. Il a eu des problèmes parce que c'était dit au journal officiel, à la télé, DVD, ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup m'ont rappelé, beaucoup m'ont dit pourquoi tu nous laisses travailler? Je connais qu'il est contre nous, il est contre le régime. Peut-être qu'il a répondu non, c'est une journaliste qui fait ce qu'il écrit, c'est pas du mensonge. Empoisonnement. Voilà, c'est vous qui révélez finalement que c'est un empoisonnement. Oui, tout à fait. Mais le hasard fait que quand Tijani a quitté, on l'a évacué sur la France, je l'ai rencontré 6 fois sur son lit de l'hôpital. Il m'a fait beaucoup de révélations. Il m'a dit beaucoup de choses sur le Togo. Et il y a des choses que je peux faire sortir plus tard. Et d'autres, je l'ai promis, je ne le verrai jamais. C'est à moi que Tijani a fait confidence concernant son testament pour qu'on puisse l'enterrer au Nigeria. Ça veut dire que vous avez des liens au-delà professionnels? Non, pas bizarrement, quand il est aux affaires, je l'ai vu qu'une seule fois, où il était venu à Ménina pour enterrer
Et monsieur Amina qui était décédé dans le Lodi, la fête de Lodi. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. On a causé sans plus. Et bizarrement, quand il était parti, et les 2 fois que je l'ai revu, c'est au tribunal quand il était jugé. C'est à Paris, un tonton à moi qui est très ami à Tidjali, ils ont fait l'école ensemble, m'a dit, mais le général est arrivé. J'ai dit, mais je m'en fous du général, il a fait tout de mal au Togolais. Il m'a dit non. Je lui ai parlé de toi, il voulait te rencontrer. Je l'ai vu, sincèrement, ça a passé tout de suite. Il y a eu la confiance. Il m'a dit beaucoup de choses sur le Togo. Beaucoup de choses qui sont faites de mauvais dans la sous-région. Tous les coups d'État, Burkina, Côte d'Ivoire, passé par Lomé. Il était dedans. Il m'a fait beaucoup de références. Il m'a dit beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai sorti juste un dixième, même pas un dixième. Et le régiment Tremblay, ils ont fait tout pour m'envoyer en prison, mais je m'en fous. Les dossiers ne sont pas avec moi, ils sont venus chercher, ils n'ont pas trouvé. Les dossiers sont à un lieu sûr en Europe. Même si aujourd'hui on me tue, les dossiers sortiront. Voilà. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui, Tidjali est devenu indésirable, bien sûr, avant ça, indésirable par le régime? Mais c'est normal, parce que le régime est comme ça. Ça n'a pas commencé par Tidjali. Ça a commencé par la clé. Quand tu fais tout de zèle avec ce régime, attends-toi toujours à une fin tragique. Et il y a eu beaucoup de cas. Il y a Kokofoun, il y a Mivedor. Ils sont nombreux. La dernière date de Kokoutozun, qui a été lâché au déroulement de sa vie. En tant que président de la Hague, on a vu sa fin. Tidjali était très puissant. Il était très puissant à son époque. Tout le monde le craignait. Mais au fond, mais ils sont des jumeaux. Son jumeau docteur est plus dur que le général. Mais beaucoup ne le savent pas. Tidjali est un bouillant, mais très compréhensible. Il crie, il fait son show. Il a fait trop de tort, trop de mal. Mais au dernier jour, c'est qu'il m'a dit, si sont lui de l'hôpital, je l'ai quitté 15 jours décédé. Il m'a fait comprendre qu'il demande pardon au peuple togolais. Il n'a pas fait sciemment, il a fait pour un homme. C'est triste. De faire sa vie pour un homme et après se retrouver à l'exil. Il a été humilié, menotté, humilié, ça l'a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Et c'est moi qui ai annoncé sa mort à RFI. L'heure où il est décédé, son testament, c'est moi qui ai tout dit. Je connais très bien Tidjali décède, dernier jour du malheur, mais pas dans ces jours de gloire. C'est la vie. Le journaliste est là pour tout le monde. Voilà. Et nous allons encore rester un peu sur vos dossiers. Vous parlez un temps des zélés. Est-ce que vous en trouvez encore aujourd'hui des zélés dans ce régime? Mais il y en a plein. Ça veut dire qu'ils vont finir comme ça? Oui, non, c'est sûr. C'est une balle que tu lances, que continue va te revenir. Mais je ne parle pas tout simplement du cas de Bawara. Bawara, c'est un ami, on se connaît depuis la France, on s'appelle, mais je dis ce que je pense. Il faut servir le peuple, pas servir un homme, servir une famille. Car demain, c'est des surprises. J'ai vu la fin aussi de Kokoutozun, malade, il a su sur son sort, et il est décédé. On ne lui a pas rendu hommage en tant que président de l'institution de la République. Il était en fonction. Mais pourtant, il m'a fait trop de mal. C'est lui qui a fait mon journal parce que je lui ai révélé certaines choses sur lui. Il n'a pas apprécié. Il a pris une institution pour régler des comptes. Mais c'est triste. Il faut servir le peuple et non servir une famille. Vous parlez aussi de Maître Agboibo comme un homme cynique et traite. Pourquoi? Oui, j'ai fait un dossier sur lui, puisque le dossier, je l'ai tiré dans un bouquin. Agboibo aussi a fait trop de mal. Mais lui, il est de l'opposition. Oh non. Jusqu'alors, non, c'est un semblant d'opposition. Parce que si Agboibo était de l'opposition, je vais connaître l'exil. Agboibo n'a jamais fait l'exil. Agboibo doit toujours jouer le double jeu et continue de le jouer. Parce que c'est sa façon de vivre. C'est pas un homme honnête. Moi, je le dis, et je l'ai déjà écrit, peu importe le prix, Agboibo n'est pas un homme honnête envers le peuple. Il ne pense qu'à lui.
C'est moi ou personne. Il était l'un de ces politiciens qui ont lutté pour la démocratie au début au Togo. Oui, mais il a bien commencé, mais quand les mallettes ont passé sous la table, ça a changé. On parle en conscience de cause. Je suis un journaliste d'investigation, les mallettes ont passé sous la table, ça a changé. On sait ce que ça représente pour lui de revenir encore aux affaires, parce que c'est son fonds de commerce. Moi, je le dis, je ne me le cache pas. Tout le monde connaît Bonnie Rollerson, il n'a pas sa langue dans la poche. Je dis ce que je pense, je dis ce qui est vrai. Et donc, Agbouibo serait complice du régime. Ah oui, tout à fait. Tout Moi, comme, je l'ai vu. Il y en a plein. Il y en a plein dans l'opposition qui sont complices. Hier, j'étais chez un ancien baron, député du RPT, un ancien cassette. Apparemment, vous avez des liens avec le régime. Ah oui, non, mais tu sais, en tant que journaliste, il faut côtoyer tout le monde. Voilà. Pour avoir des informations, il faut aller faire tout. Parce que c'est ces gens qui apprécient le journal. Mon journal n'est pas destiné à l'opposition. Mon journal est destiné pour le peuple togolais. Parmi les peuples togolais, il y a l'opposition et les gens du régime. Ma force, notre force au niveau de la nouvelle, on n'est pas corrompu. Il n'y a aucun homme, leader de l'opposition ni du régime, qui dira qu'on a donné un franc à Bonnie Rollerson. Là, ça fait notre fierté. Ça veut dire que l'autre fois, vous n'étiez même pas sur la liste des 400 000. Là. Oh, pas du tout, on ne peut pas me mettre sur la liste. Parce qu'on me met sur la liste, c'est le premier à publier ça. On ne peut pas me mettre sur la liste parce que moi, notre journal n'est pas à 400 000 près. 400 000 francs, c'est quoi? C'est bien pour certaines familles, mais quand même, 400 000 pour se dénigrer. Quand il y a le problème de 400 000, bizarrement, quand j'ai vu le truc sur la toile, j'ai tout de suite envoyé un message à Peter Djala. Et il me l'a confirmé que c'est bizarre que c'est moi le premier journaliste qui a eu le courage de lui demander, qui va rendre compte au chef d'État, que parmi tous les journalistes, personne ne s'est approché de lui pour savoir la cause des 400 000. Ils ont commencé à écrire qu'un journaliste doit aller à la source vérifier. Non, on n'a pas peur. 400 000, c'est quoi? Nous, on ne peut pas nous acheter même avec 2 milliards, c'est rien du tout pour notre journal. Agbouibo, complice du régime, tout comme l'Église catholique, vous l'avez titré, hein, l'Église catholique du Togo, complice de la dictature, c'est dans votre journal numéro 15 du 15 novembre 2016. Enfin, une rétrospection quelque part. C'est toujours de l'actualité puisque dans tout le monde entier, l'Église catholique a fait trop de mal à des peuples. Mais au Congo, l'Église catholique s'acharne à avoir le consensus. Au Togo, il y a eu... Dans l'histoire, il faut voir à peu près, même pendant les deux guerres, c'est l'Église. Quelqu'un qui veut se réfugier auprès des prêtres, les prêtres livrent l'Église catholique et le malheur du Togo. Ça n'engage que vous. Non, parce que je l'ai écrit. Mais moi, je l'ai écrit parce qu'ils ne disent pas la vérité, ils cautionnent le régime. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité aux dirigeants. Pourquoi? Et avant de sortir ce dossier, j'ai rencontré 3 monseigneurs. J'ai eu leur point de vue, ils m'ont fait comprendre que c'est le régime. Depuis qu'ils ont frappé Oudjou, ils ont toujours peur. Parce que ce régime peut les humilier à tout moment. Mais quand tu les vois séparément, leur façon de penser est différente quand ils sont en groupe. Quand ils sont peut-être en conférence des évêques. Oui, c'est autre chose carrément. Ils sont conscients que ça ne va pas, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils ont peur pour leur vie. J'ai dit, mais si Jésus avait peur pour sa vie, il ne va pas se livrer. Vous êtes le témoin, le représentant du Christ sur la terre. Mais si vous avez peur, et nous les fidèles, on fera quoi alors? Et il a rigolé, il dit, mais le cas du Togo, c'est différent. L'Église catholique est complice de la dictature au Togo. En tout cas, ce n'est pas l'impression quand on voit le dernier message des évêques qui demandent la décentralisation et tout. On se dit que ça ne confirme pas ce que vous dites. Non, mais attention. En 2005, qu'est-ce que les prêtres ont pu faire? Ils ont voulu se manifester avec le régime et on les a dit tout de suite. Attention. Attention. Et non seulement ça, en 2010, qui a gagné les élections? Les prêtres le savent très bien. Ils n'ont pas pu prononcer. En 2015, ils savent très bien. Ils font leur rapport, ils ne le publient pas. Mais nous allons les obliger à sortir de leur trou. Parce que, moi je l'ai toujours dit, le peuple de Dieu, c'est la population. L'Église va faire un effort pour conscientiser les gens qui gouvernent ce pays. Non pas parce que les tenants du pouvoir
donne des millions à les églises. Et les églises vont fermer les yeux sur leur connerie. Ça veut dire qu'ils prennent de l'argent. Ah oui, si, je le dis. Auquel fin on leur fait des cadeaux, on leur donne de l'argent pour construire des églises, on fait des biens, on leur donne des voitures, donc pour eux ça suffit. Mais je suis désolé de le dire, je suis un croyant, un chrétien pratiquant. Mais je dis ce que je pense parce que c'est en disant la vérité, en pensant la bonne nouvelle que Jésus a été crucifié. Il faut dire la vérité. Nos prêtres nous mentent. Je le dis, je le confirme. Voilà, encore un autre dossier. Je l'ai écrit. Voilà un autre dossier signé la nouvelle. La mallette d'un ministre volée par 2 prostituées en Chine. Oui, c'est un dossier que j'ai fait sortir parce que le ministre en question était en voyage en Chine avec le chef de l'État. Il était en mission avec l'État. Il a trouvé le temps d'entretenir les prostituées. Mais ils n'étaient pas dans le même hôtel. Le ministre aime trop les femmes. Ce ministre aime trop les femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de quelque temps pour aller prendre 2 prostituées chinoises. Lui seul. Lui seul. Parce qu'il veut savourer, il veut avoir les bonnes choses. Et pas méga. En Chine, les prostituées sont spécialistes. Arrivé à l'hôtel, ils sont quelque chose comme parfum. Quand il dit, monsieur, tu aspires, tu dors. Notre ministre a fait rentrer les 2 prostituées. On devait commencer à faire la récréation. Les bonnes parties, le ministre est assoupi. Les prostituées sont parties avec sa mallette, y compris son passeport diplomatique, les documents du chef de l'État et de l'argent. Il s'en est sorti comment finalement? Voilà. Il devait quitter une autre vie pour aller encore dans une autre vie pour signer des contrats. Tout le monde est prêt pour partir, il n'a pas trouvé sa mallette. Et surprise, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti mentir au chef de l'État qu'il a oublié sa valise, la mallette diplomatique, dans la soute de l'avion. Il a fallu que l'ambassade du Togo en Chine lui fait un laissez-passer avant de voyager, de revenir au pays. Il a tout refait son papier au pays. C'est un dossier que on a eu des confrères qui ont eu ce dossier, qui ont eu le vent. Ils sont partis monnayer le dossier auprès du ministre. Pour que ça ne sorte pas le dossier. Moi, je l'ai écrit, parce que moi, je n'entends rien. Il faut éclairer le peuple. Voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais nous allons parler un peu de la dot. Le MMLK estime qu'il y a des dots trop chères pour le mariage. Avez-vous l'impression, vous? Mais il faut dire que j'ai trop vécu en Europe et je vois ce qui se passe là-bas et par rapport ici, on dirait que c'est en Afrique, c'est les coutumes. C'est trop cher, on demande trop de choses et l'homme est obligé d'aller s'endetter pour faire plaisir à la femme. Et moi je dis toujours, et le jour où ça ne va pas et la femme est partie, est-ce que les parents vont rembourser à l'homme? C'est trop, les dettes sont trop. Moi je ne suis pas d'accord là-dessus, mais si un homme veut on lui impose des choses et il veut s'endetter, même aller voler pour faire plaisir à la femme, c'est son problème. Au niveau de l'État, c'est 10 000 francs. 10 000 Selon francs. le code des personnes et de la famille. La famille. 10 000 francs, tu donnes pour la dot. Mais si une famille te fait une liste de lui à acheter des écrans plats des voitures, tu as les moyens, c'est ton problème. C'est à toi de voir la valeur de la femme. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais bon. Donc, peut-être un dernier mot des dossiers encore sortis dans la nouvelle. Ah oui, oui, on est en train de projeter à devenir bimensuel, puisqu'on est mensuel, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais il faut devenir bimensuel. On prend le temps, on a trop de dossiers à sortir, il y a des dossiers, on fouille, on met 1 an, 2 ans pour sortir des dossiers. On ne se presse pas, quand ça sort, ça fait trembler, parce que même la dernière fois, quand on était au séminaire, les membres de l'AC sont venus me dire, mais Bonero, quand il s'approche du 15, et tout le monde prend la tête, tu vas écrire sur qui encore? On a peur. C'est comme ça le boulot. Il faut avoir peur des journalistes. Nous sommes les cafés pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, Bonero Lawson. Vous êtes directeur de publication du journal La Nouvelle. J'aimerais vous demander si vous vous portez bien à la nouvelle, puisque investigation, ça suppose beaucoup de fonds. Oui, ça suppose beaucoup de fonds. Je suis pas seul à travailler. Il y a des correspondants, même je travaille avec des gens qui sont à Paris, à Bruxelles, à Lomé, un peu partout. On met les fonds, on sort l'argent de notre poche pour pouvoir éclairer les gens. Parce que
faut pas attendre quelqu'un. Parce que si tu as quelqu'un pour te donner de l'argent, le jour où cette personne fait des bêtises, tu peux écrire sur lui. Donc il faut être indépendant. Même si on n'a pas les moyens, on se débrouille. C'est fini pour ActuSet de ce jour. Merci beaucoup, Bonero Lawson, directeur de publication du journal La Nouvelle. Peut-être vous allez repasser dans ActuSet. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à Dodo Kofi qui assure la mise en onde. Hervé Adjaro derrière les caméras. Puisque nous sommes disponibles sur la chaîne YouTube de la radio. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 20h. Portez-vous bien. À la prochaine.